Oui, merci Loïc, merci Loïc Robert et merci Gaël Marty pour cette invitation. Avec leur autorisation, je ferai une petite micro-annonce préalable. Je fais partie du bureau du GIS, le GIS Eurolab, là, qui est une association de différentes universités et laboratoires de recherche spécialisés en études européennes, qui a vocation à encourager les études conduites de manière interdisciplinaire. Et donc, Gaël Marty représente Lyon 3 au sein du conseil d'administration. Moi, je fais partie du bureau qui est peut-être un petit peu l'équivalent de la commission, peut-être au sein du GIS. Donc, on fait des propositions. Alors, je ne sais pas si on est un organe politique hein, ou administratif. L'idée de mon intervention, c'est simplement d'attirer l'attention sur les 3 appels qu'on a lancés juste il y a quelques jours sur des projets de recherche, des projets innovants, notamment en matière de formation, et puis sur un appel à des aides à la traduction. Et d'autre part aussi, d'encourager les jeunes chercheurs, les doctorants, les jeunes docteurs à penser à des initiatives possibles hein, et qui n'hésitent pas à me contacter. Vous pouvez trouver mon mail sur le site internet de Sorbonne Université, puisque au sein du bureau, c'est moi qui suis chargé là, de faire la liaison avec les initiatives possibles de jeunes chercheurs. Donc on a déjà un certain nombre de jeunes chercheurs au GRUE, qui est une association de politistes, qui font des activités qu'on soutient si ils ont des activités interdisciplinaires, parce qu'on n'a pas vocation à soutenir une activité uniquement à 100% de juristes ou 100% d'historiens ou de politistes. Mais voilà, à partir du moment où il y a une dimension interdisciplinaire, on est ouvert hein, à tout type d'initiative. Voilà. Donc, n'hésitez pas. On a un site hein, qui c'est GIS Eurolab. Et puis, normalement, vous avez dû recevoir, ou sinon, demandez-le moi. Mais vous regardez sur le site. Vous avez normalement dû recevoir ces 3 appels qui sont passés il y a quelques jours. Voilà. Donc, dimension politique et conflictuelle de la Commission européenne. Effectivement, le dernier étage de la fusée, donc, que je vais envisager avec une optique historique, puisque je suis historien de l'intégration européenne. Et je vais me demander si la Commission est un organe technocratique, non majoritaire, ou un organe politique. Et si c'est un organe politique, est-ce que sa politisation a été régulière, homogène, ou est-ce qu'elle s'est accrue depuis 1958 hein. Donc la réponse à ces 2 questions est plutôt positive, mais pas univoque. Et là, je renvoie d'ailleurs au rapport, finalement, ça montre l'unité du colloque de Gaël Marty et de Loïc Robert, parce que vous aviez évoqué la crise de la chaise vide. Et puis Gaël avait évoqué les cycles. Et effectivement, c'est l'approche que je vais retenir, d'envisager la politisation de la Commission comme un phénomène cyclique, marqué par une alternance de périodes d'affirmation, de périodes de conflit et de périodes plus discrètes d'évitement du conflit. Donc le propre du papier n'est pas de nier hein, le caractère technocratique de la Commission, mais d'aller au-delà de cette définition étroite, en s'interrogeant sur les conditions de la politisation possible de la Commission européenne. Puisque cette politisation va nourrir la conflictualité qui est au cœur du colloque. Conflictualité à la fois en externe, bon, ça c'est peut-être ce qui est le plus visible, Commission contre Conseil, contre Parlement, mais aussi conflictualité en interne. Hein, et c'est là que je vais apporter, je pense, des éléments liés aux recherches historiques conduites sur les débats au sein de la Commission, en plus des débats plus classiques au sein des différentes institutions. Donc les compétences de la Commission dans le traité donc sont importantes, sont à la fois exécutives, sont quand même assez politiques. La Commission donc est censée promouvoir l'intérêt général européen, donc ça montre qu'il y a quand même une capacité d'interprétation importante. Elle a un monopole du pouvoir de proposition des actes législatifs dans certains cas. Et puis le président est choisi par le Conseil directement, donc il y a une dimension politique de sa nomination, qui a eu tendance à s'accentuer, alors surtout avec la nomination, avec la procédure du Spitzenkandidat en 2014. Et puis, lorsqu'on étudie son organisation interne, telle qu'elle est définie par les traités, on voit qu'on a un cumul entre une approche présidentielle, donc des compétences assez fortes sont prévues pour le président, notamment dans l'allocation de portefeuille. Là, il y a une tendance au renforcement. Et en même temps, il y a une logique majoritaire qui est
assez original si on compare la Commission à un autre organe national, puisqu'on a une égalité stricte entre les États membres dans la détermination des commissaires, même si des critères sont prévus également démographiques. Et une égalité stricte aussi dans les votes. C'est pour ça que parfois la Commission est comparée à des gouvernements de coalition, mais sauf que là, la coalition est vraiment très large, puisque les nominations des commissaires sont issues de gouvernements issus de pays et aussi de formations politiques très différentes. Et d'autre part, il y a toujours cette égalité stricte quand même des votes. Donc le commissaire maltais a une voix comme le commissaire allemand au moment de voter au sein du collège des commissaires. Même si, je vais y revenir, en général, on nous dit qu'il n'y a quasiment jamais de vote au collège et que, évidemment, tout se prend par consensus. Alors, au-delà de cette grille de lecture juridique, il faut en même temps se demander effectivement comment les acteurs, donc les commissaires européens, ont utilisé ces ressources disponibles dans le traité, dans la jurisprudence. Et là, je reprendrai une typologie qui avait été mise en avant par deux politistes, Jean Johanna et Andy Smith, lors d'un livre publié en 2002, mais qui fait toujours référence. Frédéric Meyrand, dans un ouvrage récent, sur son expérience à la Commission européenne, il fait également référence. Voilà, les commissaires européens sont-ils des technocrates donc chargés, répondant à une demande des États d'interpréter le traité? Sont-ils des diplomates chargés de construire des alliances ou des politiques porteurs d'un agenda propre, indépendamment de leur gouvernement ou en relation avec eux, mais en tout cas porteurs d'une philosophie propre et d'un programme. Donc mon approche est une approche historique qui se fonde à la fois sur des recherches individuelles et collectives. L'individuel, c'est mon livre Europe contre Europe, où là, je revisite l'histoire de la construction européenne depuis 1945, justement en mettant l'accent sur les conflits entre Europe libérale, solidaire et Europe puissance, conflits au sein des États, entre les États, mais aussi au sein de la Commission européenne. Et l'ouvrage se fonde en partie sur des recherches que j'ai menées pour de différents programmes d'histoire de la Commission. Et donc là, vous avez, c'était tout un consortium en fait qui a mené des études sur l'histoire de la Commission européenne avec 3 livres disponibles en ligne et énormément d'interviews aussi qui peuvent vous être très très utiles, qui ont renouvelé pas mal notre connaissance des mécanismes vraiment de fonctionnement interne de la Commission, fondés, donc, vous voyez, à la fois sur des archives écrites et des archives orales. Et alors, ce qui est intéressant, on pourra parler après de cet exercice un peu spécial, c'est que les ouvrages sur la Commission européenne sont un petit peu descriptifs. C'est un peu la commande, c'est le cas des histoires officielles. Moi, voilà, j'ai gardé tout ce qui est conceptuel et vraiment le cœur des débats dans le livre Europe contre Europe. Mais par contre, si vous regardez les interviews des témoins, les anciens DG, les anciens commissaires, ils vous disent clairement que il y avait des débats, ils n'étaient pas d'accord avec tel État, mais aussi avec tel commissaire, et que certains avaient des agendas politiques assez marqués. Voilà, donc ça, ce sera un petit peu l'apport, je dirais, empirique. Et donc l'idée du papier, c'est de montrer que, jusqu'à 4 heures à peu près, c'est ça, que la Commission peut être un organe politique, mais qu'elle ne l'a pas toujours été. Tout dépend donc des personnalités nommées et puis du mandat politique formel ou informel qu'ils ont pu recevoir du Conseil. Et donc, sans connaître auparavant le rapport de Loïc Robert et de Gaël Marty, c'est vrai que j'avais prévu de faire un papier sur des cycles, parce que c'est difficile j'ai pas vraiment vu de tendance vraiment nette, et donc j'ai plutôt vu en fait une alternance dépendant des personnalités entre des commissions plutôt technocratiques et des commissions plutôt politiques, en fonction des circonstances et en fonction des acteurs. Donc là, je propose une reconstitution chronologique sur laquelle on pourra revenir si vous voulez. Donc il y a des cas bien connus, j'imagine, Delors, et les cas récents, Juncker, von der Leyen. Alors, je donne un petit exemple, par exemple, sur la commission Hallstein, qui était la première commission.
de Walter Hallstein, qui était un professeur de droit d'ailleurs, nommé président de la Commission, premier président de la Commission européenne. Et donc je l'ai classé, vous voyez, à la fois dans le technocratique et dans le politique, parce que pendant les premières années, la Commission avait un profil, faisait profil bas en fait, et donc gérait, était surtout préoccupé par la mise en œuvre de l'union douanière en fait. Donc c'était se concentrer vraiment sur le cœur de ses prérogatives, parce qu'à l'époque on appelait la CE, la Communauté économique européenne, le marché commun. C'était un petit peu, c'était l'appellation officieuse. Et une fois que le marché commun s'est mis en route, la Commission ensuite a développé un programme plus ambitieux. Et voilà, c'est pour ça que la division est peut-être un petit peu trop artificielle, mais on a une commission qui est plus ambitieuse à partir de 62-65 et qui propose véritablement un programme politique, ou plutôt des programmes politiques. Donc Hallstein, c'est bien connu chez les juristes, évidemment, avait son programme de développer la communauté comme une communauté de droit, fondée sur un droit spécifique, un droit, donc on pourrait dire fédéral, mais vous aviez aussi des projets économiques. Donc le commissaire allemand à la concurrence, von der Groben, voulait promouvoir une Europe qu'on peut qualifier d'ordo-libérale. Alors, vous avez compris peut-être avec mon intervention d'hier, c'est pas un qualificatif négatif pour moi, hein, c'est juste descriptif. Alors que le commissaire français, qui était un socialiste, Robert Marjolin, lui voulait plutôt défendre une vision plus planificatrice, dirigiste, on disait à l'époque, de la communauté européenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnes, von der Groben et Marjolin, n'étaient pas des hommes politiques, hein, c'était des hauts fonctionnaires. Alors, ils ont eu des fonctions politiques, ils ont été dans les cabinets, ils ont été proches du pouvoir politique, mais ils n'étaient pas des élus. Leur programme a quand même assez largement échoué, sauf von der Groben en partie sur la concurrence, mais il n'a pas pu vraiment l'appliquer. Donc, on pourrait dire que finalement, ils sont passés aux oubliettes de l'histoire. Mais c'est intéressant quand même pour montrer que dès l'origine, il y avait quand même cette volonté de défendre un véritable programme politique, et pas uniquement institutionnel, mais aussi une interprétation économique, plus ou moins libérale ou ordolibérale ou libérale et solidaire de l'Europe. Donc voilà, j'interromps la période en 65, puisque c'est la crise de la chaise vide. Donc voilà, c'est la période de l'Europe dominée par ce que un Britannique, Pierce Ludlow, appelait le challenge gaullien, the Gaullist Challenge. Voilà, donc on avait la personnalité, le général de Gaulle, qui de toute façon refusait ces trois projets, hein, que ce soit le projet d'Hallstein, le projet de von der Groben ou celui de Marjolin. Donc, en fait, il n'était pas forcément le seul, mais tous les autres États qui étaient hostiles pouvaient se cacher derrière lui. Voilà, donc vous voyez une commission qui était déjà, on peut le dire, politique, alors même qu'elle avait des prérogatives relativement faibles par rapport à la situation actuelle. Alors après, on est passé par toute une série de commissions, on va dire plutôt technocratiques. On avait des personnalités qui surnageaient, mais soit vous aviez beaucoup de commissaires quand même qui n'avaient pas vraiment la volonté, hein, de jouer des rôles politiques, puisque voilà, il faut hier, ce matin, vous aviez parlé d'Europe puissance, mais encore faut-il vouloir exercer une puissance en fait, hein, c'est même pas une question de possibilité. Et puis vous aviez quelques commissaires un peu plus politiques, mais qui n'avaient pas les ressources nécessaires, soit parce qu'ils étaient un peu maladroits, soit parce qu'ils n'étaient pas soutenus par les États membres. Bon, par exemple, Céline Spector avait cité les fédéralistes italiens. Il y en a un qui est devenu commissaire, Altiero Spinelli. Mais voilà, il faisait des grandes déclarations flamboyantes. Il faut faire ci, ça. Mais bon, évidemment, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça une vision plus technocratique. On peut discuter du terme, mais en tout cas, voilà, on n'avait pas cette faculté de moteur politique de la Commission. Alors évidemment, sous Delors, ça a été bien montré par un certain nombre d'études, hein, on a une véritable vision politique qui émerge, à la fois du fait de la personnalité de Jacques Delors. Bon, c'est un ancien ministre, et aussi c'est quelqu'un qui, ça il ne faut pas le négliger, c'est quelqu'un qui avait des ressources spécifiques qui lui permettaient d'être efficace au niveau européen. Hein, j'insiste sur ça, il ne faut pas juste vouloir jouer un rôle politique, il faut aussi le pouvoir. Et le pouvoir, ça dépend du contexte. Donc Delors pouvait s'appuyer sur Kohl, sur Mitterrand en partie, sur d'autres. Bon.
Donc le contexte était favorable, mais aussi Delors avait des ressources européennes. C'était quelqu'un qui était déjà connu au niveau européen avant 85, ça je l'ai vu dans les archives britanniques et allemandes, quelqu'un qui avait été parlementaire européen, mais un parlementaire européen actif, à la différence de très nombreux parlementaires européens français absentéistes à l'époque. Et c'est quelqu'un qui avait participé à des groupes de travail européens dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats. Donc c'était quelqu'un qui était déjà connu, et puis en plus il était chrétien social, donc c'est une forme de famille politique qui était bien représentée au niveau européen, très faible au niveau français, mais bien représentée au niveau européen. Donc c'est pour ça que Delors a joué un rôle politique, mais quand on étudie la commission Delors, on se rend compte qu'il n'était pas le seul à vouloir jouer ce rôle politique, et il s'est parfois affronté, parfois il y a eu une convergence d'intérêts, parfois il y a eu des affrontements avec d'autres commissaires qui avaient d'autres agendas, et donc là, les exemples que je mentionne, c'est les commissaires à la concurrence, l'Irlandais Sutherland et le Britannique Britain, qui avaient une vision plus strictement libérale, voire, alors là, on disons néolibérale pour simplifier, de la communauté européenne, que Delors, qui voulait trouver un équilibre entre le marché et des éléments de solidarité, de coopération. Donc, vous voyez, politisation externe, bon, je pense que c'est bien connu, mais il faut le rappeler. Enfin, je veux dire, les recherches historiques montrent aussi les ressources dont a pu bénéficier Delors. Et dans le programme d'histoire de la Commission, d'ailleurs, il y a un article intéressant de Pierce Ludlow, que j'ai déjà mentionné, qui explique aussi que Delors a changé le rapport au Conseil. C'est-à-dire que le Conseil européen, qui venait d'être créé à l'époque, il avait été créé en 1975, donc c'était une dizaine d'années avant, suscitait beaucoup de méfiance de la Commission, initialement. Et Delors, en fait, en a fait un allié, et a travaillé en tandem avec le Conseil européen, à la différence de son prédécesseur, Thorne. Voilà, donc, vous voyez, c'est pas révolutionnaire, je confirme ce qu'on sait déjà, mais on a des éléments supplémentaires, et puis aussi considérer la conflictualité au sein du collège des commissaires, et Delors était mis en minorité. Alors, en général, quand il était mis en minorité, il ne votait pas contre, il s'abstenait, mais il y a eu des votes au collège. Et puis, évidemment, on voit bien dans les archives toutes les négociations très dures entre les différentes DG sur les différents textes. On a parlé hier de la directive REACH, des conflits entre les DG environnement et industrie, donc ça, c'est quelque chose évidemment de permanent. Et puis, voilà, aussi une repolitisation plus explicite à partir de Juncker et von der Leyen. Alors sur Juncker, il y a un livre intéressant de Frédéric Mérand, un collègue canadien, qui a passé 2 mois par an au cabinet de Pierre Moscovici, le commissaire français. Mais il en a publié un livre, il en a sorti un livre qui s'appelle Un sociologue de la Commission européenne, et il montre bien que Moscovici se définissait lui-même comme un commissaire politique, alors pas au sens stalinien, mais comme un commissaire, il se disait politique au sens où il était français et socialiste, et donc il voulait défendre sa vision. Alors, pas français au sens d'un agent de l'État français, mais d'une personnalité qui a sa vision en tant que Français de l'intégration européenne. Et donc, il montre des exemples clairs du rôle politique de Moscovici pour bâtir des alliances et pour conforter, enfin, disons, promouvoir une interprétation des traités qui allait dans le sens de ses priorités. Voilà, donc là, après, il faudrait d'autres études sur d'autres commissaires. Évidemment, c'est difficile à mener, mais là, on a vraiment un témoignage de première main tout à fait fondamental. Et voilà, on voit bien que ça dépend, comme je l'ai dit, à la fois de la personnalité. Moscovici voulait exercer un rôle politique et de ses ressources intellectuelles. Bon, voilà, tu es capable de défendre des dossiers complexes quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les commissaires. Et puis, capacité d'action par le fait qu'il était ancien ministre des Finances, ancien parlementaire européen, ce qui lui donnait des alliances qui se sont d'ailleurs un petit peu taries au fur et à mesure des années. C'est ce qui est Méran. Voilà, parce que Moscovici avait un bon rapport avec Hollande, mais moins bon avec Macron. Idem, il pouvait s'appuyer sur Martin Schulz au Parlement européen, mais pas sur ses successeurs. Donc voilà, on voit vraiment des logiques politiques qui sont à l'œuvre. Alors pour conclure, donc je dirais que, comme je l'ai dit, finalement la Commission peut s'ériger en organe politique, devenir explicitement un organe politique et participer donc à cette conflictualité qui nous intéresse, à 2 conditions. D'une part, il faut un contexte favorable, c'est ce que j'appelle le mandat, une espèce de mandat explicite ou implicite du Conseil. Il faut que le Conseil
soutiennent ce qu'on appelle parfois une relance européenne. Et d'autre part, ça dépend des personnalités nommées, ça dépend de leur volonté, mais ça dépend également de leurs compétences, hein, disons du capital, pour parler comme Bourdieu, du capital social, culturel ou des skills, pour parler plutôt dans la nouvelle langue, qu'ils sont capables de déployer. Et donc, on a, sur le plan chronologique, un cycle, une alternance de cycles, même si on a quand même, la seule tendance qu'on peut identifier, c'est une tendance quand même à la politisation accrue, liée tout simplement, ça a déjà été aussi évoqué hier, à un renforcement des compétences de la Commission et de l'Union européenne, qu'on le veuille ou non. Hein. L'Union européenne traite aujourd'hui et influente dans un nombre de domaines beaucoup plus important que dans les années 60. Donc finalement, et je finirai là-dessus, l'enjeu c'est aujourd'hui de gérer finalement le conflictualisme, hein, ce qu'a appelé le conflictualisme hier, Loïc Azoulay, et plus précisément d'assumer cette dimension politique et conflictuelle de la Commission. Voilà, je vous remercie.